8h15, on se retrouve en direct dans Punchline, CNews et Europe 1. Laurent Pietraszewski, vous êtes avec nous, ancien secrétaire d'État aux retraites. On ne va pas parler de la réforme des retraites, on va parler du pouvoir d'achat. C'est vraiment la principale préoccupation des Français. Inflation, hausse des prix du carburant, ils n'en peuvent plus. On a une proposition d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui veut une baisse de 15 centimes des taxes sur l'essence. Très bonne idée. Comment on compense ? Eh bien, tout simplement en réduisant la durée et le montant des allocations chômage. Est-ce que c'est une bonne idée ? On a d'abord posé la question aux Français, puis je vais vous passer la parole. Je sens que vous n'allez pas être d'accord, mais d'abord les Français. Oui, moi je pense que c'est une bonne mesure de la baisser, puisque justement ça mettra les gens un peu en activité. Je pense que c'est pas mal, c'est tout. Qu'il les baisse et puis qu'il fasse travailler les gens, puisqu'on va sur le plein emploi. On ne peut pas mettre les gens dans la misère. Trouver un travail, finalement, c'est... Il y a des offres d'emploi, mais c'est pas si facile, quoi. Alors, s'ils ont raison ou tort, Laurent Pietraszewski ? Parce qu'on se dit, OK, on baisse les allocations de chômage, comme ça, on fait travailler les gens, et comme ça, on compense. On pourrait s'éviter une baisse de l'essence. La démagogie de premier niveau, c'est surtout ça. Bon, très franchement, je dirais Éric Ciotti, on comprend qu'il y a besoin un petit peu de provoquer, de se rendre visible médiatiquement. Bon, maintenant, d'abord, c'est pas très crédible ce qu'il nous raconte. Pourquoi pas à ce moment-là, pourquoi pas augmenter la TVA sur les aliments pour les animaux domestiques? Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Les finances publiques, c'est pas ça. Monsieur Ciotti regarde les choses, on va dire, par l'œilleton de sa porte au lieu de regarder par la fenêtre. C'est un peu dommage. Alors, il dit baisser l'essence, le prix de l'essence. C'est très simple, pourtant. Vos auditeurs et vos téléspectateurs, c'était plutôt ça d'ailleurs qu'ils disaient. Ils disaient, oui, ça, on veut bien qu'on baisse les taxes sur l'essence. Enfin, en tout cas, qu'on nous ramène le coût de l'essence 15 centimes moins cher. D'ailleurs, peut-être Éric Ciotti aurait été plus inspiré de regarder ce que proposait Xavier Bertrand il y a quelques jours sur le sujet, qui avait quand même un peu plus potassé le truc et réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait effectivement financer cela par notamment les gains de taxes supplémentaires qu'il y a lorsque le coût du pétrole augmente. Mais bon, voilà, moi, très franchement, je dis ça, c'est pas très sérieux. Je pense que c'est pas très bon de monter les demandeurs d'emploi contre les gens qui utilisent leur voiture, parce que parfois c'est les mêmes. Voilà. Oui, Éric Revel, allez-y si vous n'êtes pas d'accord avec M. Pietraszewski. Le gouvernement parlait de démagogie. Quand j'ai entendu la Première ministre, je parle même plus de la vente à perte de carburant, alors là, c'est pris un aller-retour terrible, mais quand elle a expliqué qu'on allait gagner sur les marges du raffinage de pétrole, et j'ai entendu, vous vous souvenez de cette annonce ? Très bien. Personne ne parle. Ça allait nous récupérer. J'ai entendu Mme Grégoire ce matin, Olivia Grégoire, Olivia, expliquer que la Première ministre avait demandé un rapport sur les marges de raffinage pour savoir ce qu'il en était. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'en savent rien. À la fin de l'année, pour peut-être une décision. Non, c'est enterré, on n'en parle plus. On a roulé les Français sur la baisse du carburant. C'est ça la réalité, M. Pietraszewski. Pardonnez-moi, vous parlez de démagogie, mais je parle aussi de démagogie. Juste regardons deux choses. Est-ce que ça complique sérieusement la vie à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, de voir le carburant augmenter ? La réponse est oui. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études sur ce sujet-là. Donc par contre, comment est-ce qu'on fait ? C'est ça le sujet. Alors vous revenez sur une proposition du gouvernement qui était de dire vendons à perte. Bon, effectivement, on passe sur le côté un petit peu... C'était une bonne idée, oui, Monsieur le ministre, c'était une bonne idée ou pas ? Non, j'allais dire, on était un peu à côté de la plaque sur ce type de proposition. Donc mettons ça de côté. D'ailleurs, le président de la République a rattrapé le truc en disant si on fait de la vente à prix coûtant, c'est bien. D'ailleurs, j'ai vu que les distributeurs, je connais bien les grands distributeurs, se cassaient un peu la tête sur le sujet. Ouais, ils ont commencé. Certains font des week-ends, certains font toute la semaine. D'autres ont trouvé des solutions un peu innovantes en disant si vous faites 40 € de plein chez nous, on vous file 40 € de bon d'achat. Vous avez vu que je n'ai cité aucune des grandes enseignes pour y avoir. Mais nous, on va en citer une. C'est très clair. Voilà. Et je pense qu'au final, quand on fait confiance d'ailleurs aux commerçants, ça marche. Ils vont trouver des solutions pour rendre du pouvoir d'achat aux gens. Alors, on va continuer à parler de ça, mais j'aimerais juste qu'on se rende dans une station Carrefour à Barentin, en Seine-Maritime, où les automobilistes étaient au rendez-vous ce week-end, parce qu'il y avait l'opération Ouvrir-Coton qui a démarré, sujet de Juliette Sada. Dans cette station-service, ils sont nombreux à se présenter à la pompe pour économiser une poignée d'euros en moyenne sur leur plein, même si la différence ne saute pas aux yeux. C'est une bonne opération, mais bon, ça reste quand même des prix assez élevés. C'est déjà un geste, mais si ça pouvait baisser encore un petit peu, ce serait même merveilleux. Du moment que c'est moins cher, c'est toujours à prendre. Mais enfin, c'est pas le problème. C'est pas à Carrefour de faire l'effort, ça serait plutôt au gouvernement. Ça m'empêche pas d'avoir envie de pleurer quand je viens faire le plein. Ça reste toujours cher, quoi.
Un effort initié ce vendredi par l'enseigne Leclerc, le retour de la vente à prix coûtant des carburants, une mesure mise en place aussi par Carrefour dans la foulée. Résultat, des prix à la baisse de quelques centimes d'euros affichés par les totems, jusqu'à 10 centimes d'écart dans certaines stations-service. L'opération aura lieu tous les jours. Elle devrait durer jusqu'à la fin de l'année. Alors, Laurent Pietraszewski, c'est la solution? L'État ne bouge pas ses taxes. Un distributeur qui fait son boulot, il y en a d'autres. Ils le font tous. Voilà, il y en a d'autres, Leclerc tout à aussi. fait. Voilà. Mais évidemment, c'est pas la panacée. Le sujet pour nous tous, c'est de savoir comment on va pouvoir faire le plein de notre voiture sans avoir l'impression d'avoir une ponction pas possible sur notre budget. Bon, donc le gouvernement, effectivement, a travaillé. Je ne crois pas qu'on puisse durablement répondre juste aux Français les plus modestes en leur parlant d'un chèque carburant de 100 €. Je pense que ça suffit pas. Je pense qu'il y a des propositions qui ont été mises sur la table, d'ailleurs, y compris du député de la majorité Thierry Ramos, Modem. Donc voilà, je pense que tout ça, ça doit se bosser en ce moment, là, parce que c'est le moment du projet de loi de finances. Alors, je sais bien que Bruno Le Maire a des contraintes, mais je crois qu'en la matière, il va falloir faire preuve d'un peu de créativité côté gouvernement. Une autre question, peut-être, Éric, et après, moi, je parlerai du RSA. Vous avez été ministre aux retraites, vous avez vu le hold-up légal qui se prépare. L'État, qui a plus un rond, Bruno Le Maire va emprunter au titre du budget 2024. L'État, c'est nous tous, Éric Revel. 285 milliards d'euros. Voilà. Des contribuables. C'est pas une entité nébuleuse, c'est nous tous. Écoutez, parce que je suis sûr que ça va vous demander intéresser. à l'État, c'est demander à nous. Je suis sûr que ça va vous intéresser. L'État, si j'en crois le ministre du Travail, M. Dussopt, s'apprête à ponctionner les caisses de retraite du privé, qui sont des retraites en excédent, bien sûr, des caisses en excédent, mais qui sont le fruit des cotisations. En fait, l'État s'apprête, d'après ce que j'ai compris, à ponctionner 1 à 3 milliards d'euros tous les ans, au prétexte que la réforme des retraites... Oui, que la réforme des retraites allonge le départ de l'âge à la retraite, donc les cotisations supplémentaires. Mais pardonnez-moi, c'est un hold-up, d'autant plus que le ministre du Travail dit que si le MEDEF et les syndicats, qui s'entendent très bien à la GIRC-ARCO, ne le font pas de plein gré, on fera passer une loi pour rendre ce hold-up légal. Mais, Monsieur le ministre, on marche sur la tête. Vous n'auriez pas admis ça quand vous étiez au gouvernement. Non mais Éric, regardons les choses de façon extrêmement pragmatique. Allez-y. Voilà. Qui vient de décider, et d'ailleurs ça a coûté leur siège à un certain nombre de députés, qui vient de décider de reculer l'âge d'ouverture des droits à la retraite, et qui l'a fait voter le président de la République, Emmanuel Macron, et sa majorité relative, d'ailleurs. Pour le coup, un peu aidé par d'autres. Ah, mais donc ce sujet-là, c'est pas les partenaires sociaux, et d'ailleurs, les partenaires sociaux, ils étaient même vent debout contre ça. Donc maintenant que le gouvernement... Oui, bien sûr. Maintenant que le gouvernement a fait l'effort d'expliquer aux Français, peut-être assez mal, mais qu'il fallait travailler un peu plus longtemps au regard de l'évolution de notre société, les partenaires sociaux qui vont engranger les bénéfices sans rien faire, puisque en fait les cotistes vont rentrer dessus, nous disent ah bah non, on était contre, mais s'ils étaient contre, ils n'ont qu'à rendre l'excédent. Vous ne connaissez pas la situation. Non. L'année dernière, la GIRC-ARCO a engrangé 5 milliards d'euros. Ils vont en engranger 22 milliards sur 15 ans grâce à la réforme des retraites. Mais je connais très bien ce sujet-là. Ils ont accumulé dans un paritarisme. Ils vont prendre leurs 68 milliards. Ah bah si, au début du printemps, il était question de mettre la main sur le Trésor. Mais attendez. Vous faites un amalgame. Non, je ne fais pas d'amalgame. C'est décevant parce que, en général, ça ne reflète pas votre structure de pensée. Vous essayez de mêler deux choses qui n'ont rien à voir. Monsieur le ministre, il y a quand même quelque chose. Ça ressemble un peu à du vol quand même. Non mais c'est-à-dire que c'est présenté. Bon, on a besoin d'argent, du coup on va pomper dedans. Oui, ce que je veux dire. Mais je comprends que ça puisse être. Je caricature un peu, mais ça vient de nulle part. Alors c'est une vieille marotte. On sait que le gouvernement, tous les gouvernements, la tentation de le faire. Mais il y a le côté vraiment, il y a de l'argent qui se trouve là, on va aller le pomper. En fait, c'est simplement ce que les paramètres, on va dire, ce qui fait que c'est à l'équilibre ou pas. Et bien géré, Éric Revel a raison, par les partenaires sociaux, la GIRC-ARCO. Ce ne sont pas eux qui ont défini le fait qu'ils n'ont pas fait bouger leurs paramètres pour leur permettre d'avoir un excédent de 22 milliards sur les 15 ans. C'est l'État, le gouvernement qui vient de le faire. Donc le gouvernement dit... Est-ce que ça offre un droit de préemption Alors, ça, c'est un débat politique. Donc ça, effectivement, Louis Ragnel, vous avez raison, c'est un débat politique. Mais on peut pas, je ne crois pas, Éric Revel, malgré toute la bienveillance que j'ai pour vous, dire que c'est un hold-up, c'est un vrai débat politique. C'est le cas En tout cas, les retraités du privé ou ceux qui cotisent dans le privé, qui nous regardent et nous écoutent, apprécient le fait qu'on aille piquer dans la caisse excédentaire pour financer le régime général. Le RSA, monsieur Pietraszewski, la droite et la majorité ont trouvé un compromis pour mettre le RSA, donc ce revenu minimum d'insertion,
sous condition de 15 heures d'activité obligatoire. Bonne ou mauvaise idée? Oui, alors c'est une bonne idée. Mais parce que la gauche estime que c'est véritablement un problème. Oui, mais d'abord, ça serait peut-être intéressant que pour ceux qui poussent des cris d'orfraie, jette juste un petit coup d'œil à ce qui était, d'ailleurs vous l'avez dit comme ça tout à l'heure Laurence, le RMI, ce revenu minimum d'insertion, qui visait, mais c'était très bien que vous l'ayez cité comme ça, parce que vous-même, spontanément, vous me tendiez la perche pour me dire, mais en fait, il y avait bien à l'origine une action d'insertion. Ben oui, en fait, ce n'est pas une allocation qu'on verse en attendant je ne sais quoi, c'est une allocation en échange d'un engagement d'insertion. Voilà. Et donc c'est 15 heures. Alors maintenant on a changé, ça s'appelle un RSA, ok. Mais sur le fond c'est 15 heures. C'est pas 15 heures d'activité au sens professionnel. On projette pas les gens dans une entreprise, dans une collectivité en leur disant allez vous commencez lundi à 8 heures et puis vous allez faire 15 heures. C'est pas du tout ça. C'est 15 heures de formation, 15 heures d'accompagnement et puis ça peut être 15 heures de stage où on est encadré dans une entreprise. Parce que tous ceux qui ont fait un peu, et je ne suis pas à mon avis tout seul à avoir fait, de l'accompagnement de demandeurs d'emploi de longue durée bénévolement avec Pôle emploi comme moi, vous avez bien vu que ce qui compte, c'est l'accompagnement, c'est la proximité, la présence, le fait qu'on remette le pied à l'étrier pas à celles et ceux qui peut-être sont privés durablement d'emploi. Bon. Rachel Kahn peut-être? Oui, je trouve qu'à chaque fois c'est dingue qu'il faille se justifier lorsqu'on a des droits, forcément en face il y a quelques devoirs, oui. Oui, François Pupponi. Non mais c'est logique, on ne peut pas laisser des gens éloignés de l'emploi indéfiniment sans proposer quelque chose. Donc c'était effectivement le RMI, c'est le RSA, c'était prévu comme tel. Et il faut permettre à ces... On va vers le plein emploi. Il y a énormément d'entreprises qui cherchent des employés qui ne trouvent pas aujourd'hui. C'est ça. Donc il faut passer du RSA à l'emploi. Voilà. Et il faut accompagner les personnes. Parce que ceux qui ont été longtemps éloignés de l'emploi n'y arrivent pas eux-mêmes. Et donc il faut passer par une phase de stage, d'adaptation pour se remettre dans l'emploi. Certains ne sont plus capables de prendre l'emploi du jour au lendemain. Donc il faut contraindre en fait. Non mais objectivement. Parce que sinon le RSA il diminue. C'est-à-dire que non mais il y a un moment où je pense que non mais je sais que c'est pas possible dans votre bouche de dire ça. Mais je vous taquine un peu. Si c'est la mais si c'est de la contrainte. Parce qu'en fait il y a un moment où il faut donner un coup de booster quand effectivement quelqu'un et moi je vois je connais des gens qui sont très éloignés de l'emploi qui ont beaucoup de mal. C'est tellement difficile d'y aller que parfois un coup de boost. Oui, mais voilà. Alors je dis parfois le sentiment qu'il y a des gens qui profitent absolument du système. Mais parfois un coup de boost permet de se dire bon bah alors ok, je me retrousse les manches et j'y vais, j'ai pas le choix et c'est ça qui me permettra de revenir me réinsérer. Le simple fait d'avoir un accompagnement avec des rendez-vous réguliers, une présence d'ailleurs qui est très clairement utilisée, on le fait dans les missions locales, notamment pour les jeunes de moins de 26 ans. C'est comme ça que ça marche pour leur mettre justement le pied à l'étrier. Alors évidemment, et moi je comprends, mais je veux dire pas de guerre de mots, pas de sémantique, mais je suis très à l'aise qu'on voulait me dire. Mais est-ce qu'on contraint les gens? Sur le fond, est-ce qu'à un moment donné, dire à quelqu'un, écoutez, vous bénéficiez d'une allocation, en échange, nous vous demandons de venir à des rendez-vous, de réfléchir sur votre projet professionnel, de regarder ce qui vous manque. Si c'est ça le mot contrainte, moi je l'entends très bien, j'ai pas peur de ça. Et donc, alors il y a deux exceptions, je crois, pour les parents isolés sans solution de garde et pour les personnes handicapées. Mais est-ce que ceux qui ne se soumettront pas à ces 15 heures d'activité, on leur retire le RSA? En tous les cas, ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre qui devront être données aux équipes de France Travail, futur France Travail. Vous faites du langage non, mais parce que j'ai pas le texte de l'autre, c'est pas moi qui vais le voter. Je vous ai pas échappé, Laurence, que je n'étais plus à l'Assemblée et que j'étais plus en responsabilité ministérielle. Vous connaissez bien le dossier. Mais donc, il y aura des marges de manœuvre. En tout cas, moi, mon petit doigt me dit qu'il y aura des marges de manœuvre qui seront données aux équipes de France Travail pour, à un moment donné, si quelqu'un durablement veut se mettre à côté de la règle, qu'il soit évidemment sanctionné s'il est à côté de la règle. Bon. Ok, François Pupponi, c'est suffisant. Non, mais c'est normal. Vous savez, pour les femmes seules ou les parents seuls, il y a des propositions qui sont faites souvent dans les collectivités locales pour justement favoriser la garde des enfants, pour leur permettre d'aller justement à l'emploi. Parce que c'est un vrai sujet. Mais tout ça, on sait faire et ça s'accompagne plutôt bien. Donc, effectivement, ceux qui refusent, il y a un moment, on leur dira, écoutez, vous avez des droits, vous avez des devoirs, vous n'avez pas respecté les devoirs, peut-être que les droits vont s'arrêter.